Et on a eu le droit à un très gros match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. On a eu le droit aux deux équipes qualifiées de ce groupe. Le Paris Saint-Germain, deuxième, le Borussia Dortmund, premier. Un partout, score final entre les deux équipes. On a eu le droit à une très belle rencontre, une très belle soirée en général. On aura l'occasion de revenir sur toutes les rencontres. Désolé si mon visuel n'est pas à jour, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave, hein. On va faire sans. Avec moi, comme vous le voyez, Tony et Karim sont avec moi. Déjà, comment allez-vous, messieurs, en cette belle soirée Ligue des Champions? Avez-vous passé un bon moment devant ce match, devant ce Borussia PSG? Franchement, c'était un match assez angoissant, mais le principal y est, notamment un peu grâce à l'aide de deux autres équipes dans le groupe. Mais non, franchement, une très très bonne soirée qui est mieux que celle qu'on a connue hier. Eh oui. Ouais, une très belle soirée. Tony, je suppose que tu as pris ton pied devant cette soirée Ligue des Champions, toi aussi. Bah, honnêtement, je misais quand même quelque chose avec beaucoup d'intensité et là-dessus, je pense que les deux équipes m'ont vraiment pas non surpris sur ce coup-là. C'était vraiment en fait du donnant-donnant. Et là-dessus, ils nous ont offert un beau spectacle pour une dernière journée de Ligue des Champions et c'est exactement ce qu'on voulait pour ce groupe très relevé. Eh bien, on va parler tout de suite de ce match entre le PSG et le Borussia Dortmund, du moins entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Salut à tous ceux qui nous ont déjà rejoints sur le live, puis bien sûr ceux qui nous écoutent sur le replay qui sort aussitôt la fin de ce live. Donc match nul un partout, un match qui a été très entraînant, très rythmé entre les deux équipes. Il y a eu des moments forts pour les deux équipes. On va dire qu'il y a eu une mi-temps chacun, même si l'action s'est faite en deuxième période autour de l'heure de jeu. But d'Adeyemi et rapide égalisation de Warren Zaïre-Emery qui a remis les Parisiens dans le morail et qui a permis aux Parisiens, et notamment au résultat dans notre match, mais on y viendra tout à l'heure, de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ainsi que pour le Borussia Dortmund de garantir cette première place, synonyme de tête de série pour les huitièmes. Bon, déjà côté parisien, messieurs, on peut dire que la mission primaire a été remplie, celle de se qualifier, même si la physionomie de la deuxième période pouvait nous laisser penser que le Paris Saint-Germain méritait peut-être d'inscrire ce deuxième but, mais il y a eu énormément de déchets dans la finition. Karim, on a senti quand même une équipe de Dortmund un peu peut-être parfois dépassée sur la deuxième mi-temps, sur les attaques parisiennes, mais le BVB a tenu bon et Paris ne sort que du Signal Iduna Park avec un seul but et un match nul. Et un match nul qui aurait pu finir sur une victoire si le but de Mbappé vers la 75e n'ait pas été refusé. Si on revient sur la première mi-temps, si Niklas Süle n'avait pas sorti un sauvetage héroïque sur ce match-là. Mais défense totalement dépassée, même si voilà, sur le papier on avait quand même une défense à 4 concoctée par Edin Terzic qui paraissait quand même pas trop mal, avec Marius Wolf et Rami Bensebaini sur les côtés, avec une défense centrale Niklas Süle et Hummels. On pensait voir un BVB tenir la dragée haute au PSG, qui aurait pu aussi, parce qu'on croyait les voir gagner malgré le fait qu'ils soient déjà leaders. Mais finalement, le PSG, à la hargne, arrive à obtenir ce point du match nul, notamment grâce au Titi parisien, Warren Zaïre-Emery, qui en plus revenait de blessure. Alors tu parles de hargne. Moi, je vais être pas trop d'accord dans le sens où si t'avais vraiment eu la hargne côté parisien, il y aurait pu avoir une victoire. Là, on a vu quand même énormément, et je suis gentil quand je dis énormément,
déchets dans la finition. Moi, j'ai regardé le match avec des potes. On a passé une bonne soirée. Hein. On a bien vécu notre match, mais oh putain, sérieux, les occasions manquées en première mi-temps par le PSG, c'est une folie. C'est une folie, vraiment. La première occasion sauvée par Niklas Soule devant la ligne. Mbappé doit frapper de toutes ses forces. Il a fait le plus dur. Il a fait le plus dur en dribblant Kobel, et je comprends pas en fait comment il peut pas allumer la cage à ce moment-là. Moi, à mon avis, il a pas dû anticiper la course de Niklas Süle qui ah, c'est sûr même. Au final a réussi à sortir à son pied. Étonnant de sa part, étant donné qu'il a quand même une carrure assez imposante. Bah, j'ai trouvé ça, du coup, pour moi, un match qui me laisse sur ma faim dans la performance parisienne. Tony, est-ce que toi, t'as la même sensation? Est-ce que Paris aurait dû faire mieux ce soir au Westfalenstadion, ou alors est-ce qu'on a vu ce soir les limites un petit peu parisiennes en Ligue des Champions cette saison? Bah, j'ai envie de dire un peu comme à l'image face à Newcastle, c'est beaucoup d'occasions et beaucoup de frappes qui se dévient, qui ne va pas jamais jusqu'au bout dans les cages. Mais là où je voulais aussi intervenir par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, c'est que certes Paris avait aussi pas mal d'occasions qui ont été ensuite gâchées par vraiment des moments de déchets. Mais de l'autre côté, Dortmund aussi, ça pouvait aussi être spectaculaire. Hein. Parce qu'on parle forcément des grandes occasions de Paris, mais Dortmund, sans un grand Donnarumma, ça pouvait rapidement passer 1-0, 2-0, et peut-être limite plus. Donc c'est vrai que ce match, pour moi, me laisse un peu à ma faim, parce qu'on voit 1-1, mais quand tu vois toutes les occasions qui s'est créées des deux côtés des équipes, tu te dis que ça pouvait totalement faire beaucoup plus. Ouais, bah franchement, c'est un peu la sensation qu'on a. Et puis ça aurait pu pencher des deux côtés en soi. Ça aurait pu pencher des deux côtés. Moi, quand je vois ce match, vraiment, sur certaines occasions, même Dortmund, en soi, on peut avoir le même constat en soi, Karim. Moi, j'ai vu une équipe qui a quand même été assez maladroite dans le dernier geste, même si bon, les joueurs de Terzic ont peut-être eu moins d'occasion de se montrer que leurs adversaires parisiens. 18 tirs à 10 pour les Parisiens, 5 cadrés. Il y a 2,68 d'XG pour le Paris Saint-Germain, 1,21 seulement pour le Borussia Dortmund. Le match a été globalement parisien, on va pas se mentir. Même s'il y a eu un temps fort en première mi-temps pour le Borussia, le match globalement a été parisien. Et moi, c'est pour ça, en tant qu'observateur de ce match-là, je reste frustré par la prestation des Parisiens, avec la force offensive qu'ils ont. Je me demande comment Dortmund peut peut-être s'estimer un petit peu heureux ce soir de s'en sortir avec la première place et d'être leader du groupe. Tant mieux pour Dortmund, qui du coup est tête de série à la fin de cette rencontre et de cette phase de poule. Le Paris Saint-Germain n'a pas joué sa poule là-dessus, mais peut nourrir des regrets. Sur ce match-là, mais aussi sur beaucoup d'autres. Ouais, vas-y Tony. Mais pour moi, alors je vais peut-être être très dur avec le PSG, mais pour moi leur match, alors comme tu dis, le premier objectif est là la qualification, mais pour moi leur match est pas du tout dans le résultat même, il est pas réussi. L'objectif n'est pas là. Le but c'était vraiment de se conforter, d'être dans le confort, de se dire on mène face au Borussia Dortmund et on n'a pas la tête à ce qui se passe derrière. Là ils ont tellement joué avec le feu, avec beaucoup de pression. Bon, comme tu as dit, il y a au moins plus de 2 expected goals. Donc, on voyait que ça pouvait faire beaucoup mieux, mais pour moi, ils se sont pas rassurés dans ce match et ils peuvent dire merci à ce qui s'est passé dans le match qui était à côté, parce que sinon, ça aurait été très compliqué. On en parle, les gars, du match de Randal Colomani. On passe l'éponge dessus. Non. Aucun commentaire. Non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, je suis désolé. Pas une seule bonne performance en Ligue des Champions depuis le début de saison, quand même. Pour un joueur qui a été acheté, il me semble, plus de 90 patates. Ouais, 80-90. C'est l'Eintracht qui est content. Hein. C'est le prix d'un Cristiano Ronaldo en 2009, quoi.
Euh, Donc, c'était 94 millions, il me semble. ouais. Cristiano Ronaldo, ouais. Oui, enfin, c'est. Bon, dans ces C'est eaux-là, ouais. presque. Tu chipotes, Mm. Karim. Tu chipotes, là. Tu chipotes. Tu veux défendre ton ancien pensionnaire de Bouli. Je reconnais ça. Je reconnais. Mais Non. vraiment, sur le coup, Randall, je me demande si c'est vraiment un joueur qui est vraiment, en fait, compatible avec Enrique, parce que je sais pas si c'est vraiment une demande de sa part ou est-ce que c'est vraiment le fait de ramener beaucoup plus de joueurs français. Mais il a du mal à le placer. Je sais pas, il a du mal à le trouver son bon positionnement, le mettre à l'aise dans le jeu pour qu'il puisse se sentir, bah, comme il était à Francfort, très Libre. percutant, très totalement bon finisseur. Là, on le voit un peu perdu, donc des fois trop sur le côté, des fois un peu trop en arrière. On sait pas trop où il veut se placer. Est-ce que c'est pour plus donner de place sur certains joueurs qui veulent se projeter? On ne sait pas, on ne sait pas. Et du coup, ce qui donne du coup un match de Kolo Muani totalement, bah, vraiment pour moi, il fait partie vraiment notamment des flops côté parisien. Il n'a pas vraiment été dangereux, mais vraiment à aucun moment. Euh, Franchement, c'est là où j'ai envie de dire. C'est Colomani, il a vraiment pas été dangereux. Kanguini aussi, hein. Kanguini aussi, il a pas été bon. Franchement, sa première mi-temps, elle est horrible. C'était infâme. Il a été la cible de beaucoup de vannes, hein, sur Twitter, à juste titre. Je pense que c'est l'un de ses plus mauvais matchs depuis qu'il est au PSG. Et pourtant, il n'est pas si mauvais depuis qu'il est arrivé. C'est l'une des recrues qui, à mon sens, a le plus impressionné depuis son arrivée. Après, côté parisien, il n'y a pas grand monde qui fait un grand match, hein. Bappé est plutôt transparent. En défense, c'est correct parce que bah, Dortmund a pas été resplendissant. Donnarumma, on peut le dire, a fait un bon match. Oui, Il a sorti les parades au moment où il fallait, donc franchement, là-dessus, on peut lui rendre hommage sans souci. Mais c'est collectivement, en fait. C'est collectivement où, pour moi, depuis le début de saison, du moins en Ligue des Champions, il y a un problème côté parisien. Il y a un problème côté parisien, c'est... Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir eu une opposition plutôt élevée dès le départ, qui n'a pas forcément été de l'habitude des Parisiens sur la Ligue des Champions, puisqu'on rappelle que depuis maintenant plusieurs années, le PSG a des groupes plutôt abordables. Là, c'était quand même le groupe de la mort. Donc Paris s'en sort bien, mais Paris aurait pu mieux s'en sortir et peut nourrir des regrets au final quand on tire un bilan de cette phase de poule. Euh, alors, peut nourrir des regrets, mais peut peut-être aussi s'estimer heureux. Le penalty à la 94e contre Newcastle, on l'oublie pas. On l'oublie pas. On l'oublie pas parce qu'il compte pour beaucoup dans les résultats du soir. Tu voulais rajouter peut-être un truc, Tony? oui, bah, je voulais rajouter aussi un joueur qu'honnêtement qui m'a aussi déçu, c'était Barcola. Ah oui. Barcola, Pourtant première mi-temps, pas trop mal. première mi-temps, pas Ouais. trop mal, mais je pense que c'était son maximum, hein. Et il n'a pas donné plus, hein. Ouais, mais c'est vrai qu'il s'est un peu, même beaucoup effacé. C'était l'occasion pour lui, hein, de se créer un match de référence dans cette Ligue des Champions et avec le Paris Saint-Germain, sachant que tu avais l'absence de Dembélé qui était suspendu. Tu pouvais peut-être te créer un espace. Alors, un petit espace, parce que Dembélé reste le titulaire quoi qu'il arrive, mais c'est pas. Ouais, je sais pas. Franchement, moi, j'ai eu du mal avec sa performance. La première mi-temps, si le poteau se transforme en but, on a une toute autre analyse, je pense. Mais du moins, si c'est face en deuxième mi-temps, on lui en tient pas forcément rigueur, puisqu'il aura marqué ce but-là. Mais ouais, c'est vrai que c'était une performance assez quelconque en soi de Barcola. Ouais. Et puis pour en revenir à Donnarumma, le match qu'il réalise ce soir est un peu une réponse à toutes les questions auxquelles on a posées à ses propos, notamment de par les prestations du gardien remplaçant, à savoir Arnaud Tenas. Hmm. Ouais, c'est ça, ça va poser certaines questions sur l'effectif. Alors, pour revenir sur le match, on a, je pense, dit à peu près ce qu'il fallait. Du moins, si vous aviez quelque chose à rajouter, messieurs, vous êtes libres. Mais on peut... Oui, vas-y, Tony. Allez, Bah, avec de toute façon, plaisir. on peut dire que pour moi, l'homme du match, c'est Zaire Emery. Ah bah, côté parisien, oui, Ah totalement. ouais, et Ouais, je suis franchement, il a totalement tenu d'accord. le ballon, le milieu, mais
c'est impressionnant. Son match, je Et m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là après une blessure comme ça. c'est ça, il revient de Mais blessure, c'est ça qui est impressionnant. il était solide sur ses appuis, il a donné de la verticalité, il a donné de bonnes passes. Alors, première mi-temps, il était assez timide au niveau des tirs. Je pense que peut-être que Enrique il a dû lui dire prends un peu plus d'initiative et la preuve, bah, ça a payé parce que c'est lui qui met le but de l'égalisation. Mm. Non, mais c'est bien. C'est bien de pouvoir compter sur un joueur comme lui, même après une blessure qui était censée être un peu plus longue. Il est revenu plus tôt, il a l'air en forme, donc tant mieux. C'est une volonté aussi, ça peut être la marque des grands joueurs, ça aussi, montrer une volonté à revenir au plus haut niveau rapidement. Bon, après, on parle pas d'une blessure qui l'a éloigné des terrains des mois et des mois, mais bon, il y a une force mentale quand même. Il y a une force mentale quand même chez ce joueur-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il montre depuis le début de saison. Il a passé un cap réellement, et je pense que c'est même pas un cap qu'il a passé, c'est vraiment plusieurs d'un coup. Plusieurs d'un coup. L'année dernière, il était vraiment encore dans le statut espoir sur le point de percer, pour ceux qui jouent un peu à FM. Et là, il est vraiment sur le joueur important. Le joueur important qui va pouvoir te faire basculer des rencontres, qui va pouvoir te faire gagner des points. Et là, en l'occurrence, Zaïre Emery a fait partie de cela ce soir. Donc, tant mieux pour le Paris Saint-Germain, parce qu'ils l'ont dans leur rang. Et ça pourra être une arme assez importante si il n'y a pas de blessure ou de suspension pour le huitième de finale. Quand on regarde un petit peu le classement, messieurs, je l'ai dit tout à l'heure, le Borussia Dortmund est en tête du coup de ce groupe avec ce match nul, avec 3 points d'avance sur l'adversaire du soir qui est le Paris Saint-Germain. Alors le Paris Saint-Germain qui n'a gagné aucun match de cette phase retour. Une défaite à Milan, un nul contre Newcastle, un nul face à Dortmund. Le bilan de la phase retour est assez mitigé, même plutôt contrasté pour les Parisiens. Et du coup, dans l'autre match, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le Milan, tenez-vous bien, le Milan s'est imposé du côté de St. James Park, 2-1. Là aussi, le match était fou. Je l'avais en double fenêtre sur le côté avec le multiplex que proposent nos amis de Bein. Franchement, le scénario était fou. Le scénario était fou. Victoire 2-1 des Milanais. Et les Milanais, avec cette victoire, sont reversés en Ligue Europa. Newcastle qui passe à la trappe. Ça peut paraître dur pour Newcastle. Ça peut paraître dur qui a éliminé toute compétition européenne après ça. C'est le deuxième club anglais qui a été éliminé de toute compétition européenne après Manchester United. On parlait hier de l'indice UEFA anglais en vue de la saison prochaine. Ça commence à se compliquer pour les clubs anglais, mine de rien. Et puis le Milan, du coup, avec cette victoire, qui jouera les barrages de C3 face à un deuxième de groupe d'Europa League. C'est bien payé pour le Milan quand même, Tony, on a l'impression, puisque la campagne des hommes de Pioli a été plutôt mauvaise, hormis cette victoire face au Paris Saint-Germain à San Siro. Ils s'en sortent au dernier moment face à Newcastle. C'est un bon match malgré tout. Mais on aurait pu espérer plus de ce Milan-là qui paye sa mauvaise entrée en matière. Bah, franchement, oui, parce que honnêtement, je m'attendais pas du tout à un Milan de ce niveau-là pour ce groupe. Je les voyais beaucoup plus percutants, beaucoup plus haut que ça. C'est vrai que cette victoire contre le PSG, du coup, ça leur a fait énormément de bien. Très clairement, je pense que c'est ça qui a lancé aussi leur campagne en Ligue des Champions. Bon, malheureusement, ça s'arrête là, mais ils auraient pu beaucoup faire mieux. Et vraiment, côté Newcastle, c'est vrai que c'est très décevant, mais je leur en veux pas parce qu'ils nous ont quand même proposé quelque chose, un beau football pour leur retour il y a longtemps quand même en Ligue des Champions. Contrairement à leurs confrères United, là je suis un peu plus pointu, mais eux honnêtement ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont gagné là où honnêtement on les attendait peut-être pas sur certains matchs et bravo à eux, ils sortent quand même la tête haute, même si le dernier match est assez cruel, ça peut faire mal, mais ils doivent être contents de leur parcours parce qu'honnêtement c'est totalement mérité. Ah, tu trouves que c'est plutôt mérité pour toi ? Enfin, mérité pas dans le sens qu'ils sortent, Ah, mérité dans oui. le sens Oui. qui, au vu de leur parcours, ils ont fait quelque chose vraiment de remarquable parce que honnêtement, enfin c'est sûr c'est le groupe de la mort. On voyait Newcastle très fort, mais moi je les imaginais pas encore à un tel niveau comme ça.
Ils m'ont moi-même surpris et je trouve leur parcours, bon, certes, est cruel, mais dans tout ce qu'ils ont montré, c'est positif et ils ont montré une très bonne équipe. T'es du même avis, Karim, pour toi? Est-ce que on reste Totalement. plutôt positif envers le parcours de Newcastle? Ouais, totalement. Et puis c'est surtout, si mes souvenirs sont bons, ils n'étaient pas en Ligue des Champions depuis quand même une bonne vingtaine d'années. Mm. Donc ouais, pour un retour, c'est quand même assez bien joué de leur part. Euh, Ils sortent avec les honneurs. Ils sortent avec les honneurs parce que c'est quand même pas facile de revenir plusieurs dizaines d'années après Mm. dans une compétition comme la Ligue des Champions, dans un groupe où tout pouvait arriver, puisque on pouvait les voir autant quatrième que troisième, voire deuxième. Ah, certes, je les voyais pas vraiment leader du groupe, tant, tant le PSG, le Milan, tant le Borussia Dortmund avait de la qualité au niveau de l'effectif. Mais non, franchement, comme je le dis, sortent avec les honneurs. Malgré cette défaite cruelle à Saint-James Park. Même si voilà, le Milan l'avait très bien montré, notamment sur la seconde période, que voilà, ils étaient venus pour gagner, pour arracher le billet pour l'Europa League. Et Stéphane Pioli et sa troupe ont rempli leur mission. Vas-y, Tony. En, en fait, tout simplement, je pense que Newcastle en fait a juste payé leur non-qualification de l'expérience. Donc tu l'as dit, ils sont revenus il y a longtemps. T'as le Milan qui revient l'année dernière quand même d'une demi-finale de Ligue des Champions, donc qui ont encore cette grinta en eux. Dortmund, ils ont l'habitude de la jouer. Paris, ils ont l'habitude de la jouer. T'as le Newcastle qui revient après longtemps en groupe de Ligue des Champions. Le temps de se mettre en route, ils ont quand même fait vraiment un très très beaux matchs. Comme tu l'as dit, ils sortent avec les honneurs. Honnêtement, je pense que vraiment tout l'Angleterre peut quand même les applaudir pour ce qu'ils ont fait parce que c'est pas un groupe facile, tu l'as dit, ils reviennent depuis longtemps, un groupe totalement difficile pour aller chercher autant de points que ça. Moi, je dis quand même bravo. Le Milan qui a reversé en Europa League, est-ce qu'on peut en faire un naturel favori du coup pour la victoire finale en C3, Tony? Non, moi très clairement, je pars pas là-dessus parce que honnêtement, ce qu'ils m'ont montré pendant toute la campagne me personnellement, en vue de ce que je vois du Milan, ne me satisfait pas encore. J'attends de voir comment ils évoluent pour voir si vraiment ils sont peut-être mis une petite coup de claque, que ce reversement a pu leur dire oh là t'as vu la claque que tu t'es pris, t'es sorti, maintenant t'as la C3 et il faut la jouer. Ouais. J'attends de voir comment ça se passe. S'ils nous montrent lors des prochains matchs ou vraiment de l'intention de gagner, il n'y a pas de problème. Je pense qu'au niveau de la mentalité, je peux me dire il y a peut-être moyen d'aller au bout, mais actuellement je les vois pas aller trop loin dans cette campagne d'Europa League qui quand même si c'est pas la Ligue des Champions, est quand même une compétition assez difficile. Mm. Donc on surveillera quel sera le tirage au sort parce qu'on saura nous au moment où on est en live demain quels seront les potentiels adversaires du Milan. Il y aura peut-être un club qu'on connaît bien, Tony, l'Olympique de Marseille. Peut-être, pourquoi pas. On l'espère pas, En nous. affiche de 16e, ça ferait ouf. Ouais. Bon, on Ah, aurait- je pense que ça vous inciterait à vous déplacer. Hein. Ouais, peut-être. Il y a moyen. Il y a moyen qu'on fasse un déplacement, Tony, cette fois-ci. Ah, cette fois, oui. Donc oui, on se projettera sur les huitièmes de finale au moment du tirage au sort. Je pense qu'on aura un podcast dédié pour ça. Dès le tirage au sort réalisé, on donnera un petit peu nos avis sur les différents tirages au sort de Ligue des Champions, même de Ligue Europa peut-être. Hein. Je pense qu'il y a moyen qu'on puisse en parler, puisque à partir des 16e, ça commence à être très très intéressant au niveau de la C3. Dans les autres groupes et les autres matchs de cette dernière journée, oui, ça va être la dernière fois qu'on vous parle des phases de poule de la Ligue des Champions, que ce soit ici ou ailleurs, puisque la saison prochaine, on rappelle que ça change de format pour place à la phase de championnat de poule unique de la Ligue des Champions, avec ses 36 équipes en championnat unique. Passons au groupe E. Le groupe E avec l'Atlético
la Lazio, Feyenoord et le Celtic Glasgow. L'Atlético, dans un premier temps, qui s'est imposé à domicile au Wanda Metropolitano 2-0 face au Laziale. Match plutôt maîtrisé de ce que j'ai pu voir du côté Colchonero, avec un but encore une fois de l'inévitable Antoine Griezmann, encore lui, qui a parfaitement leadé son équipe vers la victoire et qui se permet du coup une première place pour l'Atlético. Ça peut être un... Alors, l'Atlético est premier de son groupe. Ça peut être un outsider vraiment intéressant, Tony, pour la suite de la compétition. Parce que moi, je ne les place pas en favori, mais en outsider, ça peut être, je pense, une pièce à mettre. Alors, pas en favori, c'est vrai que c'est difficile de les voir en favori, mais le problème avec l'Atlético, c'est qu'on sait jamais. Mm. On sait jamais ils peuvent nous impressionner face à des équipes où tu ne les attends pas, comme inversement, dans les équipes où tu les attends, bah au final, ils sont pas là. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile de les mettre quelque part dans soit possiblement ou soit pas possiblement. Moi, je serais plutôt du coup comme toi à me dire, pour les moments, je les vois pas du tout. Mais, comme on dit, l'Inter, l'année dernière, on les voyait pas aussi loin. Pourtant, ils sont allés jusqu'en finale. Donc, peut-être pourquoi pas l'Atlético cette année, on sait pas. Meilleur buteur sur la phase de poule, Antoine Griezmann, avec à égalité avec Haaland, Højlund, Morata, son coéquipier à l'Atlético, ce qui prouve que offensivement, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, les offensifs Colchoneros répondent présents. Donc c'est bon signe pour la suite de la saison, que ce soit dans les deux compétitions. Et je pense qu'on peut voir de belles choses pour la suite. La Lazio de son côté, qui a un peu de choc, on va laisser Tony revenir. Hop, il est de retour, c'est bon, on l'entend de nouveau. Tony, je disais, la Lazio qui, de son côté, était déjà qualifiée et finit deuxième de ce groupe. C'est une bonne nouvelle en connaissant un petit peu le début de saison très compliqué des hommes de Sarri en Serie A. Ça va être un petit peu la bouffée d'air frais de la saison, ce huitième de finale de Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Et puis honnêtement, je pense que fallait pas non plus attendre la Lazio sur ce match. Comme tu l'as dit, ils étaient déjà qualifiés. Donc ils sont venus pour quand même essayer de tenter quelque chose. Mais on a vu quand même la différence de niveau avec l'Atlético. Mm. Même si lors du premier match, il y avait beaucoup plus d'intensité, certes. Mais là, Ouais. voilà, déjà la qualification était là. L'objectif était là. Maintenant, on va dire que c'était quoi des matchs en plus dans les jambes pour peut-être mieux se préparer justement pour le match face à l'Inter. Mm. Non, mais c'est une bonne analyse que tu viens de faire là, je trouve, par rapport à la Lazio. C'est vrai que ça peut les aider pour ce week-end, même si ça risque d'être très compliqué face aux Interistes. Dans l'autre match, Feyenoord se déplaçait du côté du Celtic et a perdu. A perdu 2-1 au Celtic Park avec un but dans les tout derniers instants pour le Celtic pour l'emporter 2-1. Feyenoord qui malgré tout sera reversé en Europa League. C'est plutôt décevant pour Feyenoord, Karim, puisque ça avait plutôt bien commencé. Il y avait même eu une victoire à domicile face à la Lazio lors de la troisième journée. Là, on pensait que Feyenoord était vraiment bien parti, avait même presque tenu en échec l'Atlético à l'extérieur. C'est un peu décevant. De voir cette équipe au final finir troisième à 4 points de la deuxième place. On en attendait un peu plus de cette équipe. C'est peut-être un peu comme on l'a dit hier, un peu comme Salzbourg. On attend de cette équipe de Feyenoord qui passe le step du dessus et pour le moment, c'est pas le cas. Ouais, et pour le moment, c'est pas le cas. Et on le voit, on l'a vu notamment sur toute cette campagne européenne. Bon, on les voit remporter cette je me trompe. Ils ont malgré tout gagné face à cette même équipe du Celtic en tout début de phase de poule, victoire de 0. On pensait pouvoir les voir lutter Lazio avec la Lazio pour la deuxième place avec cette victoire 3-1 de Cape, il me semble. Oui. Ouais, donc c'est bien ça.
Mais pour moi, je pense que c'est la double confrontation face à l'Atleti et le match au Stadio Olimpico qui les a qui a totalement anéanti les espoirs de qualification en huitième de finale. En tout cas, poursuite en Europa League en deuxième partie de saison pour Feyenoord, ça peut être un bon moyen pour les Néerlandais d'exister sur la scène européenne sur la deuxième partie de saison. Dans le groupe G, le groupe de Manchester City, ça se jouait ça à 18h45 pour ce groupe-là. City qui se déplaçait du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, victoire 3-2 avec une équipe qui était complètement remaniée. On a vu des joueurs comme Hamilton, comme Bob aussi, je crois, qui a marqué son premier but en Ligue des Champions. Pareil pour Hamilton d'ailleurs. Victoire que 3-2 avec un but aussi de Calvin Phillips. Voilà, le nécessaire a été fait. City fait partie des deux équipes totalement avec 100% de victoire. C'est City et le Real Madrid qui ont réussi ce perfect. Il y a d'autres équipes invaincues dans cette phase de poule. Il y a l'Atlético, il y a la Real Sociedad, l'Inter. Il y a le Bayern Munich, mais seuls le Real et City ont 6 victoires en 6 matchs, ce qui prouve que City est un rouleau compresseur en ce début de Ligue des Champions et risque de monter en puissance petit à petit, Karim. Ouais, exactement. Alors certes, effectivement, on a vu un City totalement remanié, notamment au niveau des cages, on avait Ortega pour ce match-là. Un Manchester City qui a quand même eu quelques frayeurs puisque il menait 3-1 au tout début du temps additionnel de la deuxième période avant que l'Étoile Rouge marque le deuxième but. Je pensais pendant un instant que Manchester City allait voir son perfect s'échapper dans l'enfer du stade de Belgrade, mais finalement ils ont su faire face. Certes une équipe remaniée, mais ça nous a permis de voir quelques bons prospects, comme tu l'avais dit, avec Hamilton qui marque, avec Bob qui marque. On a vu Sergio Gomez, Rico Lewis, voilà. Exactement. Enfin, c'est des prospects dont nos chers amis Florent et Carrel nous diraient du bien. Un Manchester City qui a très bien géré son début de défense du titre, puisque pour rappel, ils sont quand même tenants du titre, mais à voir ce que ça a donné par la suite. En tout cas, dans l'autre rencontre du groupe, oui, Tony, vas-y si tu voulais continuer. Moi, juste par rapport à l'équipe remaniée de City, il y en a un que je suis surpris qui était sur la feuille de match, c'était Calvin Phillips. Parce que pour rappel, Guardiola en conférence de presse, il s'excusait pour lui parce qu'il disait qu'il n'était pas du tout dans ses plans de jeu. Donc je me suis dit, il va vraiment le mettre jusqu'au bout de côté. Et c'est quand même bon, sympa entre guillemets, mais qu'il puisse au moins jouer un match de Ligue des Champions pour la dernière phase de groupe. Ouais, c'est vrai que ça m'a étonné de le voir sur le terrain. Parce que vu ce qu'il a dit, je l'imaginais le mettre de côté vraiment jusqu'au mercato d'hiver. Mais franchement, sympa. Pour rappel, arrivée de Leeds quand même. Donc, ouais. Mais avec du poids en trop. Ouais. Visiblement. Du coup, Leipzig dans l'autre match qui s'est imposé 2-1 face aux Young Boys pour cette dernière journée. Pas beaucoup de suspense, on connaissait déjà les deux premiers et le classement de ce groupe quasiment. Les Young Boys qui sont eux reversés en Ligue Europa, l'Étoile Rouge de Belgrade éliminé de toute compétition. Leipzig qui pourrait être un adversaire plutôt coriace pour les premiers groupes, sachant que ils ne pourront pas affronter Dortmund et le Bayern Munich qui ont fini premier de leur poule, mais les premiers ont peut-être tout intérêt à éviter. Il y a Leipzig à éviter, mais il y a aussi l'Inter. On peut dire que Leipzig peut être un peu une équipe à éviter ou pas, Karim, ou alors c'est pas vraiment le danger qu'on croit. Il ne faut pas faire ça quand même. Ça peut faire office, comme on l'avait dit hier avec la Real Sociedad,
ça peut faire office de poil à gratter dans ces huitièmes de finale. Attention quand même à cette équipe de Leipzig qui on le voit d'année en année, arrive arrive quand même à faire quelques bonnes prestations. On l'avait vu notamment en 2020 où ils sont quand même allés au Final 8. Donc à voir ce que ça a donné, mais à la place de l'équipe qui finit en tête de groupe, je vais trembler un peu. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que on a pratiquement, enfin, on a déjà City en moins parce qu'ils étaient dans le premier groupe avec eux. Bayern n'y a pas, Dortmund n'y a pas. Donc tu as potentiellement peut-être un Leipzig Arsenal, un Leipzig Atlético, un Leipzig Real Barcelone, Sociedad, Barcelone. Barça, ouais. Barcelone. Donc et quand même, alors il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Non, Hein, non, 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 il y en c'est a- bon, on est bon. C'était tout. Bah sur le coup, quatre prétendants où tu te dis, ça peut quand même donner de beaux matchs. Hein. Et oui, ouais, ouais, ça va être intéressant et je pense que Leipzig risque d'être scruté pendant le tirage au sort des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. On va passer au dernier groupe de cette soirée, le FC Barcelone qui finit du coup en tête de ce groupe malgré, alors là c'est la sensation de la soirée, malgré une défaite 3-2 face à Antwerp. Antwerp qui n'avait plus rien à jouer. Antwerp qui était à 0 points avant ce match-là, et ben ils ont filé 3 points à Antwerp. Voilà. Alors, j'ai vu les 3 buts. Hein. C'est une aberration. La défense du FC Barcelone sur ce match a été une insulte au football. Vraiment, c'est une folie de laisser 3 points à une équipe comme celle-ci. Sans manquer de respect à Antwerp, mais depuis le début de saison, Antwerp, ça a pris des clacasses. Hein. Ça s'est pris des petites tannées. Pendant toute la campagne, 4-1 contre Porto, 3-2 contre le Shakhtar, 5-0 sur le premier match contre le Barça. Et là tu lâches un match comme ça, pardon, où, excusez-moi du peu, t'étais pas forcé de finir en tête de ce groupe, il me semble. Ça dépendait de la différence de but. Donc Porto, je crois en plus que Porto, non. J'allais dire Porto a lâché la, Non, Porto finit sur une différence de but plus supérieur. Oui. supérieure que le Barça, mais je pense que ça a joué sur les doubles confrontations. Ah oui, pardon, autant pour moi. Bon, le Barça qui quand même, sur ce groupe-là, alors sans manquer de respect aux adversaires du FC Barcelone, qui étaient Porto, Shakhtar, Antwerp, finir à 4 victoires de défaite, franchement, pour le champion d'Espagne, ça la fout un peu mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi... Ah, j'ai pu voir un bout du match face à l'Antwerp, l'Antwerp qui aurait pu aussi marquer un quatrième but. Enfin, à ce moment-là, à ce moment-là, je crois que c'était un troisième but. S'il n'y avait pas, il me semble que c'était une position de hors-jeu qui avait Oui, été sifflée, ouais. Ouais, donc position de hors-jeu. Pour moi, ça, l'image, enfin, le Barça ce soir était un peu à l'image du Barça de dimanche contre Girona. Un Barça qui était pas bon du tout, qui aurait pu finir à 10, qui aurait pu finir à 10 si Sergi Roberto n'avait pas vu son carton rouge se transformer en jaune. Mais voilà, c'est bon pour Antwerp, c'est un petit kiff parce qu'il me semble que c'est leur première participation en Ligue des Champions. C'est champion de j'ai Belgique envie de en dire titre. Ouais. exact, mais disons-le franchement, le Barça a offert les 3 points Mm. à Antwerp. Le premier le plus faible de cette phase de poule, est-ce qu'on peut le dire ou pas? Bah sur les précédentes prestations, j'ai envie de dire oui. Tony, Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier le plus faible? Parce que là, honnêtement, bon, tu peux peut-être mettre la Real Sociedad dans le lot, mais Ouais, mais encore, la Real Sociedad m'ont quand même plus impressionné que le Barça hein, sur leur match de groupe. Hein. ouais. Moi, honnêtement, je suis pas aussi étonné que ça pour Barcelone. Très clairement, enfin, je les voyais premiers, mais je suis pas étonné qu'ils aient deux défaites. Bon, par contre, comme tu l'as dit, de ce que tu me racontes, le match a dû être horrible Ah bah, du Barça j'ai une face à... pensée pour Imad là. Pour le coup, il a dû se tailler les veines devant le match.
Non, mais si tu dis effectivement que ce match, c'est une honte en termes de défenseur, même si tu as respect pour Antwerp, même, j'imagine, enfin, vu comment tu me le décris, le match, que même Barça n'a pas respecté Antwerp et elle les a carrément laissés terrain ouvert, tu vois, j'ai envie de me dire, c'est un peu dit comme ça. Et du coup, bah, tu respectes pas vraiment ton adversaire si tu joues pas, en fait, vraiment à fond un match de foot, tu vois. Tu te dis, bah, on vous laisse passer, bah ouais, mais eux, ils veulent jouer un match. Ils sont pas là juste pour marquer des buts de manière facile. Le but, ils sont là pour jouer un match de Ligue des Champions. C'est pas censé être un match amical. Ah, sur le deuxième but, Oriol Roméo, une catastrophe, ce mec. Une catastrophe. Vraiment, Bah, c'est un peu à l'image de sa première partie de saison. Ah, ouais. Mais il a alterné le bon, le très bon et le très mauvais, en fait. C'est ça qui est quand même assez étonnant avec Ouais. lui. Et sachant d'où il vient et de voir la saison que fait le club d'où il vient, on va pas dire qu'il y a un lien de cause à effet, mais presque. Et du coup, dans l'autre match, c'était l'un des matchs spectaculaires de la journée. Porto qui s'est imposé 5-3 au Dragao face au Shakhtar. Porto qui s'adjuge du coup la deuxième place de ce groupe avec cette victoire et qui pourrait être là aussi un outsider, enfin pas un outsider mais un deuxième assez chiant à jouer pour un gros. Le FC Porto qui a toujours été dans cette position-là. Donc rien d'étonnant. Est-ce que vous les voyez faire quelque chose pour ces huitièmes-là ou est-ce que là, avec tous les premiers groupes qu'on a, on risque d'avoir un match compliqué pour Porto? Je te laisse ouvrir le débat, Tony. Très clairement, je pense que je te dirais ça vraiment en fonction du tirage. Parce que Ouais. vu comme ça, Ah, ils peuvent choper la en fait, Sociedad, en gros. ils peuvent choper la Sociedad, ou même une équipe peut-être en forme, mais Arsenal, par exemple. franchement, Arsenal, franchement, je pense que ça peut dépendre aussi de l'état d'esprit aussi. Mais c'est vrai que c'est Porto en fait. Je pense que si jamais ils prennent le Bayern, le City, ça risque d'être compliqué. Mais si c'est plus, allez, on va dire quand même dire à Arsenal, parce que quand même le retour en Ligue des Champions, Arsenal, un Dortmund, un Real Sociedad, là tu peux te dire potentiellement ça peut faire quelque chose. Eh bien, à vérifier dans les prochains mois, les huitièmes de finale. J'ai pas regardé quand est-ce que c'était. Je vais vous dire ça tout de suite pour que vous Tu soyez parles du tirage informés. ou Le tirage, oui, et puis je crois que c'est vendredi. non, c'est lundi, je crois. Lundi. C'est lundi? Ouais. C'est lundi, ouais. Alors c'est lundi, du coup. C'est Et lundi, et je pense que les huitièmes de finale doivent être autour de mi-février, une connerie comme ça. non, ça va être les barrages de C3 et de C4. Je vais regarder si j'ai pas ça quelque part. Normalement, tu Euh, as forcément un match aller de Ligue des Champions en mi-février, un truc comme ça. fin février plus alors. Ah, peut-être la dernière fois, Ouais, c'était aux alentours du 14. c'est ça. 13 et 14 février et 20 et 21 février pour la phase aller. Exact. 5 Ah, et 6 mars, 5 et 6 mars et 12 et 13 mars pour la phase retour. Ouais, j'ai les mêmes dates sous les yeux, en effet. Donc, Donc, c'est ça. moi, j'ai envie de vous prévenir déjà, si vous êtes célibataire, tant mieux. Ah oui, ouais, là, pour le match aller, en tout cas, c'est sûr que vaut mieux que vous soyez célibataire. Ah oui, Tony. Déjà, déjà qu'on a mis ton couple à rude épreuve ce soir. On remercie madame. On remercie madame. Non, on peut faire un rapide récapitulatif des qualifiés. Vu que le tirage au sort est lundi, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler dans le temps additionnel très rapidement, de vous proposer un petit podcast spécial pour le tirage au sort. Mais les qualifiés qui sont les suivants pour les huitièmes de finale. En tête de série, on aura le Bayern, Arsenal, le Real, la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund, Manchester City et le FC Barcelone. Toutes les équipes espagnoles d'ailleurs sont tête de série. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour le foot espagnol, hein, qui
connu des déboires en Ligue des Champions ces dernières années. Et les non-têtes de série sont Copenhague, le PSV Eindhoven, Naples, l'Inter, la Lazio, le PSG, le Rasenball Leipzig, Porto, reversé en Europa League, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys, Shakhtar. Voilà pour les résultats de cette phase de groupe de Ligue des Champions. On a vécu une belle première partie, honnêtement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, on fait un rapide bilan. Moi, personnellement, j'ai apprécié cette phase de poule. On a vu pas mal de belles choses. Je pense côté français, au RC Lens, qui a eu de belles performances. On a vu des équipes très dominatrices comme City, le Real Madrid, qui ont été assez impressionnantes. L'Atlético Madrid aussi, qui est invaincu et qui a plutôt montré un très beau visage, assez similaire à ce qu'on voit en Ligue des Champions. La Sociedad, qui a montré un beau visage et qui est première de son groupe. J'ai hâte de voir la suite. Parce qu'il peut y avoir de très beaux affrontements en huitième de finale. Et franchement, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé, vous, de cette phase de poule en globalité. Mais personnellement, en tant qu'observateur extérieur, parce que j'ai pas forcément une attache pour l'un des clubs engagés, mais franchement, on a vécu une belle phase de poule. D'ailleurs, je vais rapidement intervenir quand tu as énuméré tous les noms pour la liste de tous les deuxièmes du groupe. Et quand tu dis ensuite PSG, tu te dis, ouais, pour ceux 10 premiers, tu te dis, à lui, c'est la boule noire. Parce que franchement, tous les autres, tu te dis, bon, allez, encore, ça peut, c'est prenable. Mais tu tombes sur le PSG, surtout, et même inversement. PSG, tu vois, tu as potentiellement 3 chances peut-être d'avoir soit Real, Bayern, City. Surtout quand tu connais la chance, par exemple, en termes de tirage, tu grinces un peu des dents. Là, la chance de cocu, ça serait d'avoir la Sociedad. Désolé pour les supporters de la Sociedad, hein, mais honnêtement, t'es deuxième de groupe, t'as envie d'avoir la Real Sociedad. Ouais, totalement. Voilà. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, j'ai dit une connerie. J'ai dit que tous les clubs espagnols engagés étaient qualifiés. Bah non. Il y a nos amis du FC Séville qui sont derniers du groupe. Ah bah oui. Bah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié cet tocard. Donc désolé, excusez-moi, je ne recommencerai plus. Mais voilà ce qu'on peut dire sur cette phase de poule de la Ligue des Champions. Une très belle phase de poule 2023-2024, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme vous devez très certainement savoir, et la dernière sur ce format de l'histoire de la Ligue des Champions. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pendant tous ces lives de cette première partie de saison de Ligue des Champions. Pour ceux qui nous ont suivis en live, même si vous n'étiez pas énormément, il y en a eu quelques-uns quand même, donc merci à vous. Et puis les épisodes de Ligue des Champions marchent bien en replay, donc c'est pour ça qu'on les fait. Les formats vont un peu changer lors de la reprise. On aura un nouveau calendrier. On a mis un tweet un petit peu plus tôt dans la journée avec le compte Twitter de Temps Additionnel. On aura l'occasion de vous en parler, bien sûr, dans les jours, semaines à venir. Plutôt dans les jours, hein, puisque les changements sont prévus pour le 1er janvier. Et on aura l'occasion d'en parler très rapidement avec vous. Et puis vous dire un petit peu comment Temps Additionnel va fonctionner d'ici le 1er janvier. Vous inquiétez pas, on reste là. Il y aura juste du contenu en plus pour vous et du plaisir pour nous de le faire, puisque ça, s'il y a changement, c'est qu'il y avait des nécessités à ce niveau-là pour notre organisation, etc. Mais on fera tout ça avec plaisir dans les jours et semaines à venir. Et puis vous verrez que le format Temps Additionnel en lui-même, le média qui est Temps Additionnel, gagnera en qualité. Et puis on espère que la suite de la saison 2023-2024 vous plaira à nos côtés. On sera toujours là pour vous débriefer et pour vous présenter le meilleur du football européen cette année, et entouré de mon équipe fabuleuse comme le magnifique panel que j'ai ce soir avec Tony et Karim, les marathoniens de la semaine. Et merci aussi à toute mon équipe, hein, j'en profite, hein, qui m'a accompagné sur la Ligue des Champions, hein, sur cette première partie de saison et depuis le début de saison surtout. Et puis merci à vous de nous suivre, hein, depuis maintenant 5 saisons avec Temps Additionnel. Il y a beaucoup de choses qui vont changer à la rentrée, mais vous inquiétez pas,
On reste là, toujours fort, toujours vivant. Vous pourrez retrouver cet épisode, du coup, pour ceux qui ne nous ont pas écoutés en replay, sur les plateformes de streaming. Ça sort direct. Voilà. Si vous êtes arrivé en cours de live, ça sort direct après l'épisode. Quelques minutes. Hein. Attendez, soyez patient quand même. Si vous avez raté le début, ça sortira sur YouTube et sur vos plateformes de streaming préférées. Voilà. C'était temps additionnel. Passez une excellente semaine de football. Ciao tout le monde.